Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Elisabeth Simard. Bonjour Elisabeth! Bonjour Karine! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, si tu savais comment ça arrive souvent. Salut Karine! Oh, est-ce que Elisabeth, Isabelle, c'est... Ouais? Ah oui, ça a l'air que c'est deux mots qui se mélangent ensemble. Ouais. Merci d'être là. On a déjà jasé un bon 15 minutes avant l'épisode. Fait que là, finalement, on presse play pour être capable de partager cette magie-là avec tout le monde. Elisabeth, tu es l'auteure du livre « Vivre simplement, sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce ». Tu as réussi à créer un mouvement pour inspirer les parents à guider les petits humains dans leur vie, à intégrer simplicité, conscience, empathie, respect, innovation, autonomisation, en incarnant ces importantes postures pour eux-mêmes. Sérieux? On parle beaucoup le même langage. Dis-moi, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur ton parcours. Comment est-ce que tu t'es rendue là à la parentalité consciente? Ça a commencé où ce déclic de parentalité-là consciente? Est-ce que tu rêvais quand tu étais petite d'un jour d'être maman? Oui, la maternité a toujours été quelque chose qui était comme important pour moi. Et puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de questionner. Pourquoi ça avait cette importance-là? Et je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais oui, bon, moi, ça a toujours été clair. J'allais être une maman. J'ai commencé à garder, j'avais 10 ans, je pense, ou 9 ans. Et je gardais déjà des enfants. Chez moi, c'était une garderie familiale. Okay. Mais ça ne veut pas dire que tu aimes garder, parce que, tu vois, ma sœur, elle n'aimait pas ça, elle gardait. Fait que, tu sais, même si on vivait dans le même milieu, c'était vraiment juste propre à moi. J'avais tellement hâte d'avoir des enfants. Puis j'ai eu des enfants tard, entre guillemets, pour moi, parce que j'avais 31, je pense, quand j'ai eu mon premier, puis je trouvais ça tellement long. T'avais comme vraiment hâte d'être une maman. Oui, vraiment. Puis en même temps, moi, tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime explorer. Fait que, tu sais, c'était aussi hors de question que je fasse pas des études supérieures, puis que, tu sais, j'avais pas ma propre carrière. Fait que, tu sais, c'était... Je pensais de façon très en silo, là, tu sais. C'est vraiment juste en le vivant que j'ai commencé à intégrer les différentes parties de ma personnalité comme ça. J'ai jamais pensé devenir une experte en parentalité. Tu sais, c'est vraiment pas du tout. Là, moi, j'ai des études en environnement, une carrière en environnement, tu sais. OK. Là, je l'ai plus. Ouais. J'ai changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme là, je veux savoir. J'ai pris la décision. Faire tes études. Bien, j'ai fait mes études en environnement, un bac en géographie environnementale, une maîtrise en gestion de sciences de l'environnement. OK, tu t'es rendue à la maîtrise quand même, là. Oui. Fait que t'aimais ça? Ben, j'adorais ça et j'adore encore ça. J'ai eu un emploi comme responsable de développement durable, j'ai eu une carrière en gestion des matières résiduelles et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et je ne pensais pas remettre en question mon choix de carrière. Pour moi, les valeurs environnementales, sociales, ça faisait partie de notre vie, tu sais. Ouais. Mais
une chose à la fois. On n'a jamais été des grands militants, là, tu sais, on faisait nos changements pour graduellement que ça s'intègre en nous et que ça ne devienne plus des changements imposés, mais c'était quelque chose pour moi et mon chum qui était important, qui est important encore. Mais aussi, quand j'étais enceinte de mon premier bébé, on se disait, de notre bébé, on se disait, OK, nous, qu'est-ce qu'on veut comme vie de famille? Mais tu sais, encore là, avec une vision très restreinte dans le sens, qu'est-ce qu'on veut pour notre bébé? Oui. Pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants jusqu'à l'adolescence. Tu sais, c'est vraiment une étape à la fois. Puis, on s'est dit tous les deux, bien, on veut pas cette espèce d'essoufflement intense, d'embourbement matériel, d'horaire. Surchargé. D'emblée, on savait pas trop pourquoi, mais intuitivement, les deux, on voulait une enfance plus douce. Une enfance qui allait plus ressembler à l'enfance qu'on avait eue. Tu sais, moi, ma maman travaillait à la maison. Je suis jamais allée au service de garde. Après l'école, je venais à la maison. Je venais dîner à la maison. Mon chum, sa mère, elle a été à la maison elle a mis sur pause sa carrière pendant 5 ans. Puis ça y a pas empêché d'avoir une super, super carrière. Fait que, tu sais, sans nécessairement penser très loin, on s'est juste dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour offrir cette possibilité-là à nos enfants? Parce qu'on savait qu'on en voulait plus qu'un. Et moi, étant une fille qui aime faire plein d'affaires, c'est moi qui prends les congés. Oui, c'est ça. Pas parce que je suis la maman comme telle, mais vraiment parce que j'aime faire des choses, je m'ennuie jamais, tu sais, de la couture, de la peinture, du dessin, du bricolage, name it, je m'en fous. T'es super créative, hein? Ça paraît tellement comme dans tout ce que tu fais. Tu sais, c'est comme vraiment une façon pour moi de me grounder, tu sais. Puis en termes plus spirituels, tu sais, c'est vraiment une façon pour moi d'exprimer mon enfant intérieur, de me connecter à moi-même, de vraiment m'arrêter, tu sais, d'avoir l'impression d'étirer le temps. Fait que, tu sais, c'était sûr que c'était moi qui allais prendre les congés. Puis, dans la fonction publique québécoise, on peut prendre 2 ans sans solde suite à notre congé de maternité. Wow! Et tout de suite enceinte, c'était sûr et certain que j'allais le faire au complet. Puis tu allais prendre 3 ans, là, genre en tout et partout, là. Exact. Fait que comme ça, mon enfant, il allait aller commencer la garderie. Peut-être qu'il allait y aller de temps en temps pendant ces années-là, mais qu'il allait officiellement commencer sa vie dans le système, plus vieux un petit peu. Puis finalement, j'ai eu mes enfants très rapprochés. Ah oui? OK, tu les as eu comme... Peut-être tu en as en 4 ans. J'ai eu 3 enfants en 4 ans. Oui, c'est ça. J'ai eu 3 en 4 ans. Wow! Donc, je suis un petit peu retournée au travail entre chaque, mais un mois, parce que j'ai aussi des grossesses avec certaines problématiques. Donc, je suis arrêtée aussi de travailler très rapidement. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de retourner un peu travailler, mais j'étais toujours arrêtée. Donc, au final, j'ai passé 8 ans? 7 ans et demi à la maison. Avant de dire, non, je retourne juste pas au travail. Mais c'est ça, j'imagine que, tu sais, quand tu te mets dans cette ambiance familiale-là, dans cette routine-là, que là, il y a plein de questions qui découlent de ça. Est-ce que j'ai vraiment... Surtout quand tu es bien, tu réussis à instaurer une routine où tu vois vraiment beaucoup de positifs. Tu sais, il y en a où... Oui, il faut vraiment être bien parce que c'est pas fait pour tout le monde d'être à la maison. Je pense qu'il faut être... C'est correct. Absolument. C'est chacun, tu sais, ses besoins et tout ça. Mais j'imagine que là, les déclics se sont faits de comme la business. Graduellement. Est-ce que la business a commencé à germer dans ta tête? Comme, c'est venu non. En fait, ça s'est fait tout seul. Okay. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime lire, qui est curieuse, puis je ne le savais pas avant de rencontrer Karine Ricard, mais je suis aussi quelqu'un qui écoute son feeling, ça a l'air. Fait que je ne le savais pas, mais... Fait que dans le fond... As-tu appris ça de ton human design? Entre autres, oui. Oui, selon Karine, je suis une des personnes qui, sans le savoir, qui était très, très, très alignée avec son design puis son Gene Keys sans s'en rendre compte. J'aime ça. Wow. Oui. Okay. Je ne sais plus trop le langage, là. Il faut toujours que je lâche. Le Gene Keys, je le connais un peu moins, mais... Oui. Mais en fait, une de mes clés principales, tu sais, c'est l'alchimie par la simplicité, là. C'est bien intéressant. C'est fou, hein? Je trouve ça tellement fou. Ouais. Dans mon Human Design, j'ai des portes de gratitude. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Oui! Je veux dire, allô? Journal de vie! Tu sais, c'est malade. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Fait que, excuse-moi, je te ramène à ta réponse.
On savait qu'on allait faire ça, gang, si jamais. Oui, c'est ça, sachez-le. Sachez-le, ça va avoir beaucoup de détours. Ouais. Puis là, je sais pas trop où je suis rendue, mais c'est ça. Dans le fond, les choses se sont placées. Ah oui, c'est ça, la business. L'entrepreneuriat. En fait, je te dirais que l'entrepreneuriat, officiellement, est rentré dans ma vie il y a 1 an et demi. Là. Ah, vraiment? Oui, puis je Fait suis que ça a encore... commencé avec quoi? Parce que me semble sur les réseaux sociaux, moi, ça fait au moins, Ça fait au moins longtemps 2 ans qu'on suit. Ça fait longtemps que je suis dans les médias sociaux, par exemple. OK. Moi, mon Instagram, c'était mon petit journal quotidien. Tu sais, j'ai jamais, encore aujourd'hui, je regarde pas les chiffres. Tu sais, je partage en pulsion. Je me lève, j'ai un espèce de... Je peux pas dire un texte parce que c'est tant que j'ai pas commencé à... Même pas une envie de partager. J'ai comme une pulsion d'écrire quelque chose. Puis, ben mon véhicule, c'est Instagram. Fait que, avant, mon véhicule, c'était mon blog. Mais maintenant, je l'écris, je le ponds, je le vomis. Je prends mon téléphone, je le vomis. C'est pour ça qu'il y a des fautes, parce que je ne le relis pas et je l'envoie. Et je ne le regarde plus. Tu l'envoies faire écrire, tu veux dire? Non, je le publie. Je l'écris. Ah oui, OK, que tu l'écris. OK, je pensais que tu le faisais vocal. Non, je le avec ta gestuelle, là, tu m'as mélangé. OK. Je pense que je suis vraiment de même. Oui. Je l'envoie. Tu l'écris clairement sur ton téléphone, ça, c'est sûr. Mais c'est juste pour illustrer que j'ai un ressenti vraiment fort sur quelque chose que je suis en train de vivre, puis je l'envoie je l'envoie sur mes médias sociaux, puis c'est pas calculé, c'est pas prévu. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère à parler d'entrepreneuriat, même si maintenant c'est mon travail, c'est que j'ai pas cette structure, j'ai pas cette organisation qui m'aiderait, en fait. Mais tranquillement. Ben, aide puis pas, parce que je veux dire, clairement, ça fonctionne. C'est plus la stratégie intuitive, toi? Oui. J'ai l'impression. Tu sais, ça va avec ton... Tu sais, oui. C'est ça, même le mot stratégie, ça y va un peu fort, mais c'est juste, tu sais, l'intuition, mais ça fonctionne. Bien, clairement, ça répond à un besoin parce que ça génère des conversations extraordinaires. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, en fait, si je peux repartir du début, je réalise en regardant mon parcours que je suis pas mal plus entrepreneur que je pense que je le suis. Okay? Puis ça aussi, c'est quelque chose que je travaille à déconstruire, mon malaise à m'assumer comme entrepreneur. Là. Puis je vois un peu d'où ça vient dans la personne que je me suis construite. Mais tu sais, dans le fond, moi, j'étais photographe avant d'avoir des enfants. Ah oui? En même temps que ma carrière d'environnement. OK. Ouais. Tu fais ça comme on the side, genre? Oui, on the side, je photographe documentaire, famille, mariage, avec une approche très naturelle. Fait que ça fit avec moi. Là. Il y avait les gens, là, je leur disais, faites pas de ménage, habillez-vous comme vous vous habillez d'habitude, tu peux mettre un peu de mascara sur sa tête, mais vraiment, je m'en viens chez vous, vous faites comme si j'étais pas là et je vous prends dans votre vraie interaction. C'est pour ça que tes photos sont si belles! Aïe, aïe, aïe! OK! Merci, c'est gentil! Oh, wow. Mais oui, puis j'ai arrêté juste à la naissance d'Oscar, mon troisième, parce qu'il était prématuré, puis c'était vraiment intense. Il n'a pas dormi pendant... Il y a 3 ans et demi, donc il n'a pas dormi pendant 3 ans et quart. Donc, il vient juste de commencer à dormir, tu viens de me dire, là? Oui. Wow. Fait que ça faisait qu'avec la photo, c'est un merveilleux métier, mais c'est très... D'aller photographier des enfants dans leur état naturel, c'est vraiment merveilleux, mais ça demande une anticipation puis une concentration que là, je n'étais pas capable d'avoir. Puis si je n'étais pas capable d'aller chercher la photographie organique vraiment ressentie, bien, je n'étais pas bien dans ma photographie. Même si mon client était satisfait, moi, je n'étais pas bien. Fait que j'ai pris une pause, puis je ne suis pas encore retournée. OK. Tout simplement. C'est correct. Mais je trouve ça tellement. Puis je trouve ça vraiment beau ce que tu as dit, que le résultat final, tu sais, la partie qui te nourrissait n'était pas là. Donc, pourquoi continuer? Non, je n'étais pas capable. Puis, je n'étais pas capable de juste faire une séance pour faire une séance. C'est ça. Si je n'étais pas... Puis, c'est pas une recherche de perfection parce que, tu sais, mon chum, lui, il ne voyait pas la différence entre une séance parce que je ne l'ai pas ressenti puis une séance que je l'ai ressentie. C'est ça. Mais moi, je n'étais pas nourrie. Fait que j'ai décidé de prendre une pause. Puis finalement, ben, je tripe tellement à faire ce que je fais maintenant que, tu sais, la photo, je réalise que c'était un outil pour m'approprier ma parentalité, ma maternité. C'était vraiment un véhicule que j'ai plus de besoin aujourd'hui. Donc, oui, je fais des photos, mais
j'ai plus le besoin de prendre ma caméra 15 fois dans la journée pour me grounder, puis revenir dans le moment, puis voir le beau dans le moment, tu sais. Ouais! Je l'utilisais vraiment comme ça, ouais. Oui! Ouais. Ah, mais c'est ça, t'es vraiment très consciente. T'sais, puis je pense que c'est pour ça que tu es si bonne à l'enseigner, c'est que toi-même, tu es tellement ce guide-là. Mais Dans la j'essaie de l'être pour conscience. moi. Puis là, c'est ce que tu enseignes justement aux parents. Fait que comment tu enseignes ça aux parents? C'est un programme, je crois? J'ai 4 programmes plus Tu as 4 programmes. un abonnement. Ouais. OK. Puis les 4 programmes vont toucher 4 secteurs de la vie de famille différents, mais tout ça va très, très ensemble, évidemment. Ceux qui ont fait tous mes programmes voient vraiment comme il y a des résultats tangibles dans leur façon d'être et de ressentir, de se sentir, puis des façons d'être qui émergent chez les enfants. La prémisse, en fait, de la parentalité empathique et consciente, c'est que tout part du parent. Puis c'est pas tout part du parent avec de la culpabilité, là. Ouais. C'est pas ça. C'est que plus on se libère de nos propres fardeaux, plus on se donne de l'empathie, plus on se comprend, on voit d'où viennent nos réactions, pourquoi on pense qu'il faut qu'on achète telle affaire, pourquoi on pense qu'il faut s'inscrire à 15 activités, pourquoi on se fâche quand notre enfant fait un dégât. Pourquoi? Si on regarde d'où ça vient puis qu'on les comprend, donc on devient des disruptors, on interrompt des patterns, des patrons. Excusez les anglicismes. Là. Non, mais je pense que la communauté va comprendre. Je pense que t'es correct. Ouais, c'est ça, plus on prend conscience de ces petits éléments-là qui nous définissent pas, là, qui ne sont pas nous, c'est ça qu'on réalise. C'est que c'est toutes des affaires que... C'est un point important, ça. Hein? Faut l'intégrer. D'intégrer, une fois qu'on réalise que, OK, je vais prendre un exemple super anodin qui ne m'appartient pas nécessairement, là, qui est juste qui me vient en tête comme ça. Bon, le dégât. Okay? Moi, le dégât, c'est pas quelque chose qui m'atteint. Une façon de constater à quel point c'est une construction soit sociale, soit de nos parents, soit d'un oncle, un enseignant, whatever, c'est que chaque personne ne réagit pas aux mêmes triggers. On n'est pas tous déclenchés. Pour quelqu'un, un dégât fait par son enfant, ça va être insupportable, ça va être vraiment difficile à gérer. La personne peut devenir frustrée, se sentir en colère, puis crier ou s'impatienter vraiment fort. Et c'est pas de sa faute. C'est que dans le fond, elle a une construction derrière ça. Il y a une peur qui est associée à ça. Il y a un sentiment, soit un sentiment d'incompétence, un sentiment de peur que ça soit tout le temps comme ça, qu'à ce que ça rajoute du travail, etc. Ou que ton enfant soit toujours gauche. Quand tu creuses un petit peu, tu réalises que, OK, moi, ça me frustre vraiment quand il y a des dégâts pour telle raison. Est-ce que ces raisons-là sont dans le moment présent? Est-ce qu'ils ont rapport à mon enfant? Est-ce qu'ils ont rapport à ce que je suis en train de vivre avec mon enfant? Ou ils me viennent de mon passé, donc ils n'ont rien à voir avec aujourd'hui? Ou c'est des peurs projetées dans le futur, donc ils n'ont rien à voir avec aujourd'hui? Et ça enlève tellement de quel beau travail de quotidien! Tellement! Sérieux? Tu sais, quand on fait le travail sur soi, puis tu sais, quand tu dis qu'on commence vraiment avec le parent pour régler, et là, je fais les petites guillemets. Des gros guillemets. Ouais, des gros guillemets, le problème de l'enfant, parce qu'on s'entend qu'encore une fois, c'est des perceptions, puis... Exact. Tout coule après. Tu sais, tout va de soi. Tu sais, quand on prend le temps de faire ça, c'est certain que ça ne se déconstruit pas du jour au lendemain. Non, c'est un chemin. Si vous saviez comment je perds patience, moi aussi. Ben oui, clairement, moi aussi. Oui, voyons, c'est certain, il n'y a personne de parfait. Puis j'entendais... C'est pas ça. Ouais. Vas-y, c'est pas ça le but. Non, c'est tellement pas ça le but. Puis j'aimerais qu'on en parle de plus parce que j'écoutais un de tes épisodes de podcast, je me souviens plus c'était quel le nom, mais tu parlais justement de l'imperfection puis de la perfection. Que dans le fond, c'est un concept, mais il n'y a pas vraiment de définition. Non! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, on est là et on essaie d'être la maman parfaite. Oui, mais la maman parfaite... C'est quoi ça? C'est quoi pour toi, la maman parfaite? C'est ça. On n'a probablement même pas la même définition, toi et moi. Mais non, c'est sûr que non. Puis, moi, mettons que je regarde grossièrement ce qui est véhiculé comme mère parfaite dans la société, pour moi, c'est l'opposé. C'est l'opposé de ce que, mettons, une image grosso modo d'une mère qui je sais pas, ça, puis encore là, peut-être que ma vision de ce qui est véhiculé dans la culture n'est pas la même que toi, parce que c'est tout de la projection puis de l'interprétation. Mais par exemple, de mettre tes enfants dans plein d'activités pour qu'ils découvrent le monde, puis qu'ils se performent à l'école, tu sais,
qui ont pas, mettons, qui font pas de tâches à la maison parce qu'ils vont pouvoir se donner dans leurs études, ils vont pouvoir se donner dans leur sport, dans leurs activités, puis devenir bons, puis être vraiment... Pour moi, ça marche pas pour moi, ça. Pour moi, ça, c'est pas la perfection. Pour moi, des enfants qui jouent dans la boîte, puis qui se salissent, puis qui explorent la nature, puis qui passent une journée entière à rien faire... Ouais. Ça, c'est la perfection parce que c'est le travail d'un enfant de 4 ans, 5 ans de rien faire, de juste jouer puis de s'explorer. Tu sais. On peut-tu parler du rien faire pour les enfants? Pas juste pour les enfants, même pour les parents. Ça crée une anxiété. Moi, je m'aperçois ma fille de 6 ans, là, dernièrement. Dernièrement, ça fait comme une semaine, genre, que ça fait 2 fois comme ça dans la même semaine. Là. C'est pour ça que je suis comme, hey, on en parle. Puis ça me frappe à chaque fois. Elle est comme, ben là, j'ai rien à faire. Je suis comme, good. Good. C'est bon que tu n'as rien à faire. C'est très bon pour le cerveau d'un adulte et d'un enfant de ne rien faire. On est surstimulé. Tout le temps. Oui. Puis les adultes, on est surstimulés, puis les enfants sont surstimulés et ils n'ont pas la capacité cérébrale pour prendre cette pression-là. Tu sais, ça génère une anxiété. C'est pour ça aussi que, je ne me rappelle pas des statistiques, mais l'anxiété chez les tout-petits et les jeunes enfants c'est un fléau. Oh oui, c'est un fléau. C'est qu'ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'espace pour respirer, juste être. Un enfant, naturellement, ça vit toujours dans le moment. Moment. Pas moment, là. Moment. Oui, c'est ça. Moment par moment. Mais des fois, c'est pas mal des moments, là. Oui, maman. Oui. Tu sais, fait que dans cet espace-là, un enfant... Puis là, souvent, on regarde notre enfant qui fait rien, puis ça génère un malaise en nous. Parce que, on ne s'accorde jamais la possibilité de rien faire. Est-ce qu'on a la perception que notre enfant gaspille son temps, gaspille son enfance? Il devrait être en train de faire quelque chose de constructif, d'utile. Encore toujours... C'est toutes des idées préconçues, mais le travail de l'enfant, c'est de laisser émerger son être. Puis s'il ne laisse pas émerger, s'il est tout le temps go, prochaine affaire, il faut que ça soit utile, ça c'est pas utile. Tu ne laisses pas de place à l'enfance. Et après ça, l'enfant qui est super intuitif de nature, mais tu le déconnectes complètement. Puis c'est pour ça qu'on est tous des adultes perdus, tu sais. Ah oui, tellement! On se connecte pas! Ah! Puis une affaire qui m'a rejoint, puis je pense que tu l'as dit dans le podcast aussi, puis moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps, là, que mon seul but dans la vie, ou mon plus grand but, parce que c'est pas mon seul but, là, mais mon plus grand but, c'est de faire des adultes heureux, qui n'auront pas besoin de thérapie. Parce que moi, chaque client, je ne niaise pas, qui est entré dans mon bureau, à un moment donné, à parler de ses parents, puis de comment ça a été difficile son enfance. J'avais une tranche d'âge énorme. Fait que je me dis, des fois, ça vient vraiment être pesant puis stressant quand tu deviens parent. Puis tu es conscient de ça. Pour moi, c'était vraiment difficile au début, puis ça l'est encore aujourd'hui parce que je me dis, je veux vraiment pas les fucker en bon français. Je sais pas comment dire. Je veux qu'ils soient le plus heureux possible. Puis je le sais que tu peux avoir 2 enfants, t'en as 3. Puis chaque enfant est complètement différent. Pourtant, il va pas vivre son enfance de la même façon. Exact. Le même style de parentalité. Fait il n'y a pas de recette parfaite, mais je pense, et dis-moi si tu es d'accord, que l'ingrédient principal, ça devrait être l'amour. Hein? L'amour, mais l'amour tout seul, tel qu'il est vu et perçu aujourd'hui, je suis pas sûre que c'est suffisant. Parce que si tu parles à un parent qui a été conditionné à utiliser les punitions ou les châtiments corporels, il y a des sociétés où le châtiment corporel est encore super normal. Okay? C'est juste pour remettre les choses en perspective. C'est complètement normal. Okay? Et si tu parles à ce parent-là, il aime son enfant inconditionnellement. Il fait ça par amour. Mais c'est comment que c'est perçu et vécu, intégré par l'enfant qui est discutable. Donc, c'est discutable à plein niveau, mais j'essaie de mettre l'emphase sur le fait que toi, en tant que parent, tu vas faire quelque chose par amour pour ton enfant. Puis lui, mais l'enfant ne le reçoit pas comme ça. Et là, ici, ce qui manque entre les deux, là, si vous pouviez voir mes gestes, parce que moi, j'attends avec mes mains. On est très, très, très expressive, là. Je pense qu'on va mettre en ligne la vidéo. T'aurais dû me dire ça. Ce qui manque... Ah non, je la mettrai pas. Oui. Ce qui manque ici, entre les deux, c'est la conscience.
Pas que les gens sont pas conscients, mais c'est qu'on est toujours, on a toujours des moments d'inconscience. Tout le monde en a. Ou est-ce qu'on n'a pas réalisé quelque chose? C'est pour ça qu'on a toujours, tous les jours, on réalise quelque chose. C'est de la conscience qui manque. Puis comment on l'ajoute, ça? Ben, avec l'introspection, avec des moments de silence. Parce que si tu n'écoutes pas tes pensées, comment tu peux prendre un pas de recul pour questionner ce que tu fais, ce que tu penses qui est correct? Le parent qui utilise le châtiment corporel, s'il est toujours pris dans le faire, puis ça va vite, quand est-ce que tu veux qu'il prenne un pas de recul pour dire peut-être que finalement, il y a d'autres façons de faire. T'sais. Puis là, je parle de châtiment corporel, mais la punition, la honte, le blâme, tout ça, c'est les outils modernes des sociétés qui se sont sortis des châtiments corporels, mais ils sont tout aussi toxiques. Si tu dois le voir chez tes clients, tu sais, quand l'adulte retourne dans son enfance puis qu'il dit « ça a été vraiment difficile avec mes parents », puis là, tu réalises, ses parents, c'est des personnes super. C'est des personnes qui ont tout, entre guillemets, pour réussir. Ils ont eu santé financière, de la bouffe, une belle maison. L'enfant n'a jamais manqué de rien. Le parent était présent, il jouait avec. Mais l'adulte se rappelle que il n'avait jamais le droit de parler, ou il n'avait jamais le droit de dire ce qu'il pense, ou il n'avait pas le droit de vivre ses émotions. Fait qu'il sentit « j'ai pas ma place ». Être ce que je suis, c'est pas assez ou c'est pas correct, parce que quand je suis triste puis fâchée puis que j'essaie de l'exprimer, on me dit « ben voyons, ça va être correct, t'es correct, arrête de pleurer, t'as pas besoin. Ou « ben voyons, tu pleures encore ». Fait que là, ça génère de la honte. Fait que, veut pas, on intègre le fait que notre première façon de s'exprimer quand on est tout petit puis qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions, on n'a pas appris à les communiquer encore, on n'a peut-être pas appris à retenir l'impulsion de frapper. On se fait avec amour, puis là, je veux pas que vous vous sentiez toutes coupables de ça, on le fait toutes. Ça fait partie de la trame collective, puis c'est pour ça qu'on essaie tranquillement de progresser. Là. Moi, je sais que mes enfants sont fucked up, là. Dans le sens que je fais le mieux que je peux présentement, mais je le fais pour moi, dans le sens que je fais le travail sur moi, pour eux et pour moi, parce que moi, ça m'apporte énormément. Mais j'essaie de jamais penser aux résultats. Là. Non, c'est ça. Puis il va journée par journée, puis je fais le mieux que je peux, puis je prends mes prises de conscience, puis je m'accorde des moments de méditation, de relaxation pour pouvoir réfléchir. Et après ça, transformer des éléments dans ma relation avec mes enfants. Oui, et c'est la méthode que je priorise aussi. Tu sais, ça, beaucoup, l'introspection, la prise de conscience, travailler sur mes propres blocages, tu sais, pour pas que ça se perpétue chez mes enfants et ça. Parce que, tu sais, l'affaire que je veux dire, par rapport aux méthodologies, c'est qu'il y en a tellement. Tu sais, on prend juste l'exemple de comment, ben c'est pas nécessairement un rapport avec oui, c'est un rapport avec la parentalité, mais comme tes enfants quand ils veulent pas dormir, là, des petits, tu sais, t'as plein de livres, comment faire dormir ton enfant. Il y a comme, tu sais, 12 méthodes. Mais c'est la même chose pour la parentalité, tu sais. Devrais-tu donner des punitions? Devrais-tu encourager? Devrais-tu, tu sais, comme, où est-ce qu'on, tu sais, qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour les enfants? C'est facile de se perdre là-dedans. Mais je pense que dans tous les différents modèles, je pense que le commun de tout ça, c'est de revenir à soi, carrément. Oui, parce qu'il n'y en a pas de méthode. Chaque personne, chaque individu est unique. Fait qu'une méthode, une méthode précise, il fait ça, tu fais ça. Oui, c'est ça. Ça peut pas être pris pour du cash. Ça peut être inspirant pour être adapté selon la réalité du moment. Oui. Et de l'enfant, parce que chaque moment est différent, puis chaque moment a été créé par tellement d'éléments puis de moments que quand tu arrives aux dégâts, par exemple, mais la façon que le dégât a été fait, la situation, le ressenti de chacun, c'est pas le même dégât que la semaine passée. Tu peux pas réagir de la même façon. De toute façon, réagir, c'est là qu'on questionne, tu sais. C'est de se poser pourquoi, la question pourquoi. C'est pas de laisser faire les enfants ce qu'ils veulent, pas tout. Non plus, mais c'est juste qu'il y a plein de façons il y a plein de façons qu'on peut discuter, accompagner les enfants pour leur mettre les limites puis les frontières, le cadre nécessaire, qui est sain, qui est nécessaire pour eux. Mais c'est ça, sans cette introspection-là, parce que des méthodes, c'est ça, des méthodes, là, ça ne s'adapte pas à chaque moment, puis à chaque réalité, puis à chaque personne, à chaque individu. Par contre, ce que moi, je trouve qui est nécessaire, puis que tous les parents devraient passer par cette étape d'apprentissage-là, c'est d'apprendre les bases de
du développement de l'enfant, mais pas le développement de l'enfant, genre à quel âge il marche. Là. Ça, c'est pas ça que tu as besoin. Là. Savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, grosso modo, les grandes lignes, dans les grandes tranches de vie. Parce que c'est juste ça, en guillemets encore, ça fait changer ta réactivité. De savoir qu'un enfant en bas de 5 ans, c'est naturel de ne pas faire des nuits de 12 heures sans aucun réveil. Oui, il y en a qui le font, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne d'emblée dans le cerveau. Ça change complètement ta façon de réagir au réveil nocturne. Ben tellement de continuer à s'éduquer aussi sur ça. Puis que le cerveau fait qu'au lieu, évolue. Là. Oui, exact. Fait qu'au lieu de lire des méthodes, 12 techniques pour que votre enfant... Non, ça sert à rien. Brûlez ça. Mais lisez des livres sur vraiment l'essence de comment ça fonctionne. Le cerveau, le sommeil, les émotions, les fonctionnements, vraiment très mécanique, chimique dans le corps, les fonctionnements de base d'une machine être humain. Après ça, tu prends ces informations-là et tu regardes ton enfant. Oui, factuel. Factuel. Après ça, avec ce bagage-là, tu t'arrêtes puis tu regardes ton enfant. Oui, mais là, je veux qu'on va dans les deux côtés. Là, tu as ouvert une porte que je trouve trop intéressante. Tu sais, comme justement, là, on dit, comme pour un parent, c'est d'aider dans leur parentalité, de vraiment le retourner au fait. Ça va vraiment les aider dans leur façon d'agir avec les enfants. Ensuite, un coup qu'on a compris comment la machine marche, mettons, du niveau spirituel, tu sais, on est tous les deux beaucoup dans la compréhension de chacun, beaucoup dans l'introspection, dans la méditation. Puis même tantôt, on a parlé de human design et moi, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Je vais aller apprendre les designs humains de mes enfants parce que moi, ça m'a énormément appris. Je pense que ça va m'aider au niveau de ma parentalité. Ça, c'est un outil. C'est pas tous les parents qui peuvent se payer ça, mettons. Mais... Oui, puis c'est une modalité comme une autre. Donc, tu sais, c'est ça. Il y en a plein de modalités pour apprendre à connaître la personnalité, puis aider au niveau de la parentalité. C'est juste l'observation, là. C'est ça, je voulais que tu dises, comme des options, de comme comment est-ce qu'on pourrait aider les parents à aller au-delà de juste les faits, tu sais. Oui. C'est vraiment, je sais que c'est dole comme réponse, là, mais il n'y a rien de plus fort que l'observation. Observer, c'est pour ça que je parle dans mes publications vraiment souvent du silence. Parce que le silence, là, c'est tellement un bon outil pour le parent, pour nous, pour notre santé mentale, mais pour nos enfants aussi. Et à travers le silence, puis je parle beaucoup d'harmonisation aussi. Donc, on observe ce qui se passe en nous, nos patrons de pensée. Pourquoi? Tu sais, là, je regarde, mettons, mon enfant qui fait rien sur le divan. Qu'est-ce que je vois? Je vois, dans le fond, c'est pas un enfant qui s'emmerde. Je vois un enfant qui regarde par la fenêtre. Peut-être qu'il observe un arbre, peut-être qu'il fait juste penser à sa journée. Il a besoin d'intégrer ses pensées, il apprend à se connaître. À un moment donné, je vais le voir émerger en lui, une pulsion, puis il va faire quelque chose. C'est correct, il n'est pas obligé de faire. Si je ne prends pas la fraction de seconde pour observer qu'en ce moment, ça me fait me sentir inconfortable de voir mon enfant rien faire, bien, si je ne prends pas cette micro-pause, bien, je vais vomir une phrase préconçue qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hey, va donc faire quelque chose! Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Prends-toi un livre. Fais quelque chose d'utile. Puis si tu ne regardes pas ces phrases-là qu'on vomit, tu sais, des fois, on se dit « Ah, des fois, je sonne comme ma mère ou je sonne comme mon père. » Bien, ça, c'est des constructions, c'est des patterns de pensée qu'on a intégrés puis qui ne nous appartiennent pas. Fait qu'avec cette micro-pause-là, où est-ce que tu as observé ton inconfort, puis là, tu peux te poser la question pourquoi je suis inconfortable. Mon enfant, il fait-tu quelque chose de pas correct? Non! Je peux le laisser tranquille. Parfait. Je reviens à moi. Pourquoi je suis inconfortable? Ah, je me donne pas la permission de rien faire. On m'a endoctriné de faire, sinon je vaux rien. Ah, je suis en train de repitcher ça subtilement à mon enfant. Je vais me retenir et je vais aller rien faire, moi aussi. Tiens. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand on dit c'est la progression, c'est un pas à la fois, c'est vraiment de s'attraper dans ces patterns-là. Et c'est une pratique. Oui, c'est une pratique et juste parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatiques, c'est dans le subconscient, tu sais. C'est de s'attraper et de dire, OK, non, regarde, c'est correct de se donner de l'amour, puis juste justement aller vers autre chose. Ça va revenir probablement, là. Probablement que dans 2 semaines, il va être encore assis sur le sofa en train de rien faire, puis ça va te rendre encore inconfortable. Exact. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre de pression. C'est plus on devient attentif, plus on observe, plus on s'observe, plus
on les comprend. Puis j'aime vraiment une façon que ma mentor, Dr. Shefali Tsabari, Oui. L'illustre de façon vraiment intéressante. C'est vraiment un train qui passe. Le train de l'ego parental, puis l'ego, pas l'ego égoïste, égocentrique, l'ego, la coquille de protection qu'on s'est construit à l'enfance, qui nous fait faire plein de mécanismes de défense. Fait qu'elle l'illustre en train, comme un train qui passe. Ah! Le train de mon inconfort s'en vient. Bon, je suis inconfortable parce que mon fils fait rien. OK, je le vois s'en venir. Le train arrive, il est arrêté à la gare. Est-ce que j'embarque dedans puis je commence à garrocher des phrases qui n'ont pas rapport ou je le laisse partir? Alors, je prends ma pause, je me retiens, je le laisse partir. Parfait, merci. J'embarque pas. Et ça ne prend que 4 secondes. C'est scientifiquement prouvé, ça prend 4 secondes pour changer la suite de l'histoire. Oh mon Dieu que c'est puissant! C'est ça, on a tellement le pouvoir sur plein de choses, hein? Et qu'on a du pouvoir. Sur nous! Oui! En ayant ce pouvoir-là sur nous, ça change tout! Parce que là, je suis sûre qu'il y a plein de parents, à un moment donné, tu sais, dans notre discussion, qui vont être comme « Oh my God, je fais ça! Oh, » tu sais, qui vont probablement se taper sur la tête, on fait tout ça. Mais là, je veux que vous repreniez le pouvoir, puis vous réalisez à quel point vous êtes capable. Ça va prendre du temps, donnez-vous de l'amour, mais vous êtes capable. Une chose à fois. Tu sais, quand notre enfant, par exemple, un autre exemple, quand notre enfant, parce que là, ça, c'est un exemple que moi, je partage vraiment souvent dans mes médias sociaux parce que c'est quelque chose qui, moi, m'habite et sur lequel je travaille. Mais tu sais, quand mes enfants se préparent le matin, puis ça va super bien, on a notre rythme du matin, etc., puis que là, tout d'un coup, ils sont vraiment plongés dans leur jeu, puis là, ça serait le temps là, de commencer à s'habiller pour l'école. Tu sais, ils sont déjà prêts, mais de s'habiller pour dehors. Puis là, ils sont vraiment plongés dans leur jeu. On se rappelle, un enfant, c'est dans le moment présent. Il est plongé dans son jeu. Il est juste ici, maintenant. Il n'a pas la conscience de la prochaine minute. Et là, moi, je tombe dans mon ego. Au lieu d'utiliser mes astuces que je comprends par rapport au développement de l'enfant, mais là, je n'ai pas été attentive à mon petit train. Puis là, j'embarque dans mes automatismes. « Hey, on va être en retard! Comment ça vous va bien? Come on! » Mais là, je suis à l'autre bout de la pièce, puis je garoche des phrases comme ça. Il n'y a personne qui m'écoute. Puis là, je sens monter mon autre train, l'autre train de pensée qui s'en vient. On ne m'écoute pas. Ah, je me sens pas écoutée, je me sens pas vue. Puis là, je pourrais juste me dire, hey, c'est mes enfants qui sont pas corrects, mes enfants m'écoutent pas. C'est eux qui sont dans le tort en ce moment. Mais non, mes enfants sont à l'autre bout de la pièce, dans leur jeu, vraiment plongés. Ils m'entendent même pas. C'est pas parce qu'ils me cherchent, ils veulent pas me faire suer. Ils m'entendent pas. Ils sont dans le moment présent, dans leur jeu. C'est ma responsabilité d'adulte de me dire, wow, OK, je vais aller proche d'eux, faire un contact physique, parce que c'est comme ça qu'un tout petit peut prendre conscience qu'on l'écoute, qu'on lui parle, puis lui dire, là, ça va être le temps de s'habiller. Est-ce que tu veux que je t'aide? Je sais que tu es dans ton jeu. Puis là, on peut utiliser l'empathie, la compréhension. Mais moi, quand je ne m'attrape pas, et que là, je continue à dire, on m'entend pas, on m'écoute jamais, puis là, je rentre là, vraiment fort, parce que dans ma blessure, parce que ma principale blessure, c'est une blessure d'abandon, de ne pas être vue, de ne pas... Puis là, inconsciemment, là, c'est tout ce bagage émotif-là qui embarque en moi. C'est pour ça que je trouve ça donc bien gros, des fois, quand on ne m'entend pas, quand ils sont dans leur jeu. Je me sens pas vue, je me sens pas écoutée, je me sens pas importante. Mais tu sais, si j'avais pas déconstruit que ça m'appartient, je serais restée dans ça. Tandis que là, je suis capable, avec des années de travail, je m'attrape. Je fais, hey, tes enfants, ils t'aiment, tes enfants t'écoutent, il n'y a pas de problème. Utilise tes stratégies, les méthodes. Les méthodes, ça ne marche pas. Mais les trucs adaptés à l'âge des enfants, ça marche. Et je sais qu'un tout petit, il faut qu'on aille proche de lui, le toucher, pour qu'il y ait un contact visuel, pour qu'il nous entende, littéralement. Donc, quand je sais ça, j'y vais. Puis avec empathie, c'est difficile d'arrêter quelque chose qu'on aime pour anticiper le prochain moment. Mais c'est ça qui va faciliter les transitions. C'est pas de tomber dans être complètement fâché parce que mes enfants ne m'écoutent pas. C'est pas ça qui se passe réellement dans le moment présent. Donc là, j'ai fait un exemple peut-être un peu compliqué, mais... Non, arrête, j'étais dans ma réflexion. Je trouve ça tellement puissant ce que tu viens de partager là. Encore une fois, dans la notion du pouvoir. On est dans le pouvoir. Puis j'ai aimé que tu as parlé que ça prend du temps.
Oui, Ça prend du temps d'arriver à là. Fait que, tu sais, un gros point qui est ressorti de l'épisode aujourd'hui, c'est que c'est vraiment de se laisser le temps. Laissez-vous le temps pour rien faire, genre juste le luxe du temps, parce qu'on s'entend-tu que le luxe du temps est de plus en plus rare. Il y a moins en moins de gens qui prennent ce luxe-là. Puis d'aller déconstruire doucement ces façons de penser-là. Exact. Ça passe par cette déconstruction-là. Mais là, tu m'as évoqué quelque chose, et c'est terrible que le temps soit devenu un luxe. Tu sais, c'est hallucinant. Puis moi, je pense que plus on simplifie notre vie, c'est pour ça aussi que j'utilise beaucoup le véhicule de la simplicité familiale pour ces prises de conscience-là, parce que plus tu simplifies ta vie, plus tu réalises aussi à quel point tu peux choisir d'autres choses, tu sais. C'est encore une fois, c'est une construction sociale de se dire qu'il faut la maison, qu'il faut les 2 véhicules, qu'il faut avoir ci, ça, le comptoir de marbre, tu sais, le voisin gonflable, tout ça, tu sais, c'est toutes des constructions sociales. Puis plus on se permet de se dire, OK, moi, là, ma vie, là, je vais la streamline, là, la simplifier pour que ça coule plus doux, pour pouvoir mettre mon focus puis mon énergie où c'est vraiment important pour moi. Puis, tu sais, on a tendance aussi, la femme tellement empathique, et tu sais, on est de nature... et on a été construit comme ça, mais on est aussi de nature très empathique. On donne partout. Mais après ça, quand on vient pour donner, là où c'est vraiment important que nous, on donne, on a la responsabilité d'adulte de donner à nos enfants, donner attention, temps, patience, etc., ne pas donner des biens matériels. Mais en simplifiant plein d'aspects de notre vie, on peut venir avec un peu plus d'énergie remplir cette responsabilité-là qui peut être aussi nourrissante, parce que quand on déconstruit des vieux patterns puis qu'on voit la différence que ça fait dans notre relation avec notre enfant, parce que là, ici, on parle d'une relation d'humain à humain. C'est ça le but d'avoir des enfants, là, c'est de créer des relations d'humain à humain, ces connexions-là. Mais c'est très nourrissant aussi. Ben oui. De voir aussi qu'on est capable de ne pas projeter ça sur nos enfants, de ne pas mettre cette pression-là sur nos enfants, puis que la relation, elle va se bâtir de façon plus naturelle, plus saine, en éliminant des pressions qu'on se met, qu'on devrait peut-être, tu sais, qu'on n'a peut-être pas besoin de se mettre. Inutile, carrément. T'es plus franche que moi! Moi, je passe pas par catchement. Tu sais, de refaire... Moi, j'aime beaucoup l'exercice de la grande vision, là. C'est beaucoup quelque chose que j'enseigne en business. Puis dans la vie personnelle aussi, même si vous n'êtes pas une femme d'affaires, peu importe, juste l'exercice de la grande vision pour votre vie. Tous mes programmes commencent par développer sa grande vision. Ah, non, mais c'est tellement important. C'est tellement la base de tout. Oui. Puis ça permet de faire le ménage. Après ça, tu fais quoi? Après avoir établi ta grande vision, tu fais le ménage. Est-ce que mes interactions quotidiennes fit avec cet objectif-là? Puis là, c'est pas un objectif matériel, là, c'est un objectif de, tu sais, c'est toi qui le détermine, là, mais tu sais, de construction d'une relation, de faire, toi, ta grande vision, c'est que tes enfants n'aient pas besoin de thérapie plus tard. Fait qu'après ça, au quotidien, est-ce que les interactions, pas toutes, là, parce que c'est pas humain, on est tous en déconstruction de nos propres blessures, donc on peut pas se dire, OK, est-ce que toutes mes interactions m'amènent dans ce chemin-là? Sauf que c'est un bon checkpoint. Oh, OK, aujourd'hui, là, j'ai pogné les nerfs pour telle raison. Attends. Ça ne m'amène pas vers ma grande vision. Pourquoi j'ai pogné les nerfs? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai gaspillé mon énergie? Whatever. Tu sais, on fait cette rétroaction-là, réflexion-là, excuse-moi, là, je suis un peu perdue dans mes mots. Cette réflexion-là, mettons, à la fin de la journée, pour se réaligner toujours vers notre grande vision. Oui, c'est juste du réalignement. Encore une fois, c'est pas de la recherche de la perfection, puis c'est pas de se rajouter de la pression non plus. Là, on s'entend-tu qu'on a déjà assez dans le quotidien. C'est vraiment juste de s'enlever la pression, en fait. Moi, depuis que j'intègre, je parle encore que j'intègre, puis que j'apprends, puis que je déconstruis ma propre parentalité. Même si là, ça fait presque 8 ans que je suis dans ce monde-là. Et puis que je l'enseigne et tout, tu sais, c'est un chemin là, pour moi aussi. Là, oui, c'est normal, c'est tellement normal. Ce que je voulais dire, c'est que... j'ai perdu ce que je veux dire.
Ben, simplicité, là, plus... Enfin, plus j'intègre... Oui, c'est Ouais. ça. Mais plus j'intègre... C'est ça. OK. Plus j'intègre ces apprentissages-là, mais ces déconstructions-là, plus je l'intègre dans ma vie quotidienne, puis que je vois, OK, là, j'ai vraiment défait ce nœud-là qui venait me déclencher. Ah, mon Dieu, la libération que ça apporte sur mes épaules, les enfants, la façon qu'on se parle, il y a plus de connexion profonde, de ressenti profond, tu sais, entre nous, parce que j'arrête de pitcher mes shit sur eux autres. C'est pas tellement. compliqué. Ouais. C'est de l'énergie négative qui te revient. Tu sais, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui est la plus belle chose que tes enfants t'ont appris? Parce que souvent, tu sais, on apprend beaucoup de choses à nos enfants, mais qu'est-ce qui est la plus belle chose que tes enfants t'ont appris? Il y en aurait beaucoup, je suis sûre, là. Ah oui, je peux pas te dire la plus belle chose. En fait, je sais pas si c'est une chose que j'ai appris, parce que je pense que c'est plus quelque chose qu'ils m'ont permis. Mes enfants m'ont vraiment donné une force surhumaine par rapport à ce que j'avais comme force avant. D'assumer. J'assumais quand même mes différences puis mes façons de faire, mais vraiment, là, ils sont venus asseoir solidement dans un fuck-up, là. Je fais ce que je sais pour vrai qui est bon pour nous. Wow! Ouais. Ils m'ont donné cette espèce de permission-là. Ils m'ont ouvert la porte, genre, voilà, vas-y, maman. C'est ça, t'es là. J'ai une dépression. Dans le fond, ils m'ont donné l'espèce de courage. Ça, c'est quelque chose... Ah, puis ça me fait penser... Je me fais souvent demander cette question-là. Comment tu fais pour trouver le courage de vivre à ta façon, puis d'assumer ta parentalité, puis des choses comme ça? Ben, c'est mes enfants qui me le donnent, ce courage-là. Ouais. Hey, j'en veux plus de vie fake parce que je veux pas qu'il y ait une vie fake. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Quand tu veux le meilleur pour tes enfants, tu sais que justement de vivre dans le regard des autres puis dans ce qui est correct pour la société, c'est pas les aider, là. Non. Parce que tu sais, on va se dire la société est fucked up, là. La société est fucked up, ça ne fonctionne pas. Fait que si moi, je veux que mes enfants s'écoutent, se respectent, je trouve ça bien, tu sais, c'est vraiment important, là. Mais si je ne le fais pas moi-même, ils apprennent pas ça, ils apprennent juste à être fake. Oui. Je vis pour des choses qui ne m'apportent pas. Si je vis juste pour ma maison, si je vis juste pour mes véhicules, c'est pas des bons exemples, là, mais... Non, c'est des très bons exemples. Des exemples comme d'autres, là, parce que chaque personne va... Ben, c'est pas ça que je veux enseigner à mes enfants. Donc, j'assume pleinement d'avoir une vieille vanne familiale 2012, tu sais, bien correct. On n'a pas eu de char pendant des années de temps avec nos enfants. Les enfants, pourquoi on n'a pas d'auto? C'est tellement cool qu'on n'ait pas d'auto pour telle raison. Regarde mon fils, comment c'est cool! C'est ça dans le fond. Là. Puis tu sais, les enfants... je peux pas mettre du rose, mais du rose. Ben oui, c'est ça. Tout ça, là, le nouveau paradigme familial, là, ça se cache dans tous les petits détails de la vie. C'est pas une grande affaire qui va changer ta vie. C'est toutes les petites choses. Chacune des mini-interactions. C'est là que ça se cache. Mais il faut se donner la permission de le voir. Oui, et ça prend du silence. C'est ça. Ah, la belle boucle! Vraiment, j'ai tellement aimé notre conversation. Merci, c'était magique. J'espère que les gens qui ont écouté, j'espère que vous avez pris des petites notes mentales, que ça a fait des clics. Puis encore une fois, c'est de juste faire un petit pas, une petite chose pour amener. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oh, vas-y. J'allais juste dire... Oh, bon, excuse-moi. J'allais juste dire que c'est ça, quand je dis que c'est dans les petits détails, dans les petites interactions, permettez-vous de questionner une petite interaction, puis ça va avoir un effet boule de neige. Ouais. Chaque prise de conscience, aussi minuscule qu'elle puisse paraître, va avoir un effet boule de neige, va vous ouvrir la porte pour la prochaine, puis ça n'a pas besoin d'être forcé. Faites juste prendre un pas de recul pour permettre ces réflexions-là d'émerger, tu sais. De questionner, tout simplement. Ah, que c'est puissant. On se casse la tête, puis on pense à des techniques, puis on devrait faire ceci, puis ça, mais non, tout est dans le retour vers la simplicité, partout. Exact. Wow. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, ma chère? Alors, je suis principalement active sur Instagram, à @rubancassette.
j'ai une communauté Facebook très, très bienveillante et active de parents très conscients. Donc, vous pouvez joindre cette communauté-là aussi. Ça s'appelle Communauté Vivre Simplement. C'est une vraiment très belle communauté. Les gens sont vraiment aidants. C'est magnifique. C'est ça. Puis sur Instagram, je partage des apprentissages quotidiens. Je fais des stories aussi pour voir un peu l'application dans notre vie quotidienne en temps réel. Puis sinon, sur mon site web, rubancassette.com, c'est là que vous pouvez trouver j'ai présentement 4 programmes pour vous aider. J'ai aussi un abonnement mensuel qui, dans le fond, si vous avez lu mon livre Vivre simplement, on reprend les grands sujets de ce livre-là et on les approfondit, on en discute, on a des lives, des rencontres live à chaque mois. C'est vraiment une super belle communauté aussi. Vraiment. Magnifique. On va mettre tout ça, tous les détails dans les notes du show. Et encore une fois, je te dis merci Elisabeth d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été là. Partagez cet épisode-là en masse parce que je crois que dans le message qui a été véhiculé aujourd'hui, c'est que c'est chaque petite chose qui amène un changement. Donc, je pense que s'il y a plus de parents qui entendent le message qui a été rapporté aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un bel effet de boule de neige dans la communauté, puis dans la vie des enfants, la vie de la génération future. Puis la vie des adultes. Tellement! La parentalité, ça peut être... Tu sais, c'est tough, mais il faut arrêter de s'accrocher sur « c'est tough, c'est tough, c'est tough ». Il y en a, on peut la faire émerger, la beauté à travers tout ça. Puis, juste un petit mot en finissant. Si vous vous sentez coupable à l'écoute de cet épisode-là, ou peu importe, si vous vous sentez coupable dans votre parentalité, laissez-vous vivre cette culpabilité-là. Puis après ça, utilisez cette énergie-là pour aller chercher ce petit changement-là. Restez pas dedans. Laissez-la vivre, la vague va passer, mais c'est de l'énergie vraiment forte pour venir changer juste un petit détail. Oui, la transformer en quelque chose de positif. Exact. Ah, super. Merci beaucoup. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye! Merci! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.